podcast. Affaire Guy Georges. Épisode 2. Des fausses pistes aux preuves ADN. Après la fièvre de la fin novembre 97, on parle moins de l'affaire dans les médias. Décembre passe, puis janvier. La diffusion du portrait robot n'a rien donné. Fin janvier, les enquêteurs décident de rendre public un nouvel indice. 30 janvier 98, journal de 7 heures de France Inter, présenté par Denis Astagnaud. Du nouveau dans l'enquête sur le tueur en série de l'Est parisien. Un sweatshirt taché de sang pourrait permettre aux policiers de la brigade criminelle d'avancer sur la piste de l'homme qui a violé et tué à 4 reprises en un peu moins de 3 ans. Ce vêtement a été retrouvé dans l'appartement de la dernière victime, une jeune femme de 25 ans. Il ne lui appartenait pas, il n'appartenait pas non plus à son entourage. Conclusion des enquêteurs, c'est sûrement celui de l'assassin. Les enquêteurs vont donc diffuser la photo de ce sweatshirt à capuche de couleur grise. Pour l'un des avocats des familles des victimes, maître Benoît Chabert, c'est une initiative positive. Il le dit à Franck Herriot. Tout ce qui peut être fait pour rechercher l'auteur doit être réalisé. Et cette idée de présenter un vêtement pour essayer de savoir qui a bien pu le vendre est une initiative qu'il ne faut surtout pas abandonner, dans la mesure où tous les citoyens doivent se sentir responsables de cette enquête et doivent se dire « j'aide la brigade criminelle pour qu'on essaye de trouver ce tueur ». Est-ce que selon vous, il y a la moindre chance qu'on puisse avoir une information? Parce qu'évidemment, ce genre de vêtements est diffusé à des milliers d'exemplaires. On a déjà vu des affaires où, à partir d'un détail comme celui-ci, on arrivait à retrouver l'auteur d'un crime. Il ne faut surtout pas, et on le dit depuis le début, il ne faut jamais se dire qu'une piste peut être inefficace. Toutes les pistes doivent être suivies. Cet indice que les enquêteurs révèlent, c'est un sweatshirt à capuche gris, retrouvé chez Estelle Magne. Il était roulé en boule dans un sac, oublié dans l'entrée de l'appartement. C'est en désespoir de cause que la police judiciaire diffuse la photo de ce vêtement banal, avec l'espoir qu'elle éveillera les mémoires et suscitera des témoignages. Mais cela ne donne rien. Puis, en février, l'affaire rebondit, en Angleterre. Un Parisien croit reconnaître sur le portrait robot une connaissance, un homme qui fait des allers-retours entre Paris et Londres. La brigade criminelle fait arrêter le suspect par Scotland Yard et une équipe se rend à Londres. Journal de 19h, France Inter. Scotland Yard est peut-être sur la trace du serial killer. On le croyait à Paris, le tueur en série de l'Est parisien est peut-être à Londres. La police britannique, on l'a appris cet après-midi, a interpellé il y a quelques jours un homme dont le profil correspondrait à celui du tueur recherché par la police parisienne, Franck Herriot. Mais pour l'instant, il faut être extrêmement prudent. Il faut attendre les résultats des tests génétiques réalisés sur ce suspect dont l'ADN va être comparé à celui du tueur prélevé sur ses victimes. Seul le résultat de cette comparaison dira avec certitude si le suspect de Londres est aussi le tueur de l'Est parisien. On devrait avoir une réponse demain car la police britannique est tenue de le relâcher demain au plus tard. On sait également que le tueur a le deuxième orteil du pied gauche plus long que le premier. C'est une comparaison plus rapide que les policiers français de la brigade criminelle qui sont actuellement sur place ont déjà probablement effectué, tout en sachant qu'il ne s'agit pas d'une preuve suffisante pour confondre un suspect. Par ailleurs, on sait que cet homme est de type maghrébin, comme le portrait robot, et qu'il a été arrêté il y a 3 jours par Scotland Yard. Apparemment, il était en situation irrégulière et aurait commis une ou plusieurs agressions sexuelles, raison pour laquelle Scotland Yard aurait alerté la police française. Mais dès le lendemain, la piste est abandonnée. Journal télévisé de 19h de Paris-Île-de-France. Faux espoir pour les enquêteurs qui traquent le tueur en série de l'Est parisien. L'homme qui avait été arrêté à Londres à la demande de la police française vient d'être mis hors de cause après les résultats des tests génétiques. Le point sur l'enquête avec Alexandra Elkaïm.
Toutes les pistes sont minutieusement exploitées, aujourd'hui encore sans résultat. Le suspect interpellé en Grande-Bretagne a été reconduit à la frontière française, puis interrogé cet après-midi par la brigade criminelle. De nationalité algérienne et en possession de faux papiers, il risque d'être expulsé de France. On sait déjà que les analyses génétiques pratiquées sur lui sont négatives. Son ADN ne correspond pas à celui retrouvé chez les victimes du tueur de l'Est parisien. Policiers et magistrats ont redoublé d'efforts pour appréhender ce tueur en série, accusé d'une tentative et de 7 meurtres de jeunes femmes, violées et égorgées dans les quartiers de Bastille, République et Belleville, entre 91 et 97. 3 mois après la diffusion du portrait robot, le numéro vert est toujours en place, mais les appels sont moins nombreux, passant de 1500 par jour à 2 par semaine actuellement. Des appels plus sérieux aussi, émanant de services de police français ou étrangers. L'ADN a parlé, le suspect de Londres n'est pas l'homme recherché. Cette fausse piste est l'occasion de faire le point sur cette technique nouvelle dont on parle beaucoup, l'analyse ADN. Dans la matinale de France Inter, le journaliste Stéphane Paoli invite Marie-Hélène Bertin, la directrice du laboratoire scientifique de la police judiciaire de Paris, pour éclairer les auditeurs. L'homme arrêté en Angleterre, soupçonné d'être le tueur du 11e arrondissement, vient d'être mis hors de cause grâce aux analyses génétiques. En studio donc Marie-Hélène Charpin, qui est la directrice du laboratoire scientifique de la police judiciaire de Paris. Bonjour. Bonjour. S'agit-il d'une fiabilité absolue ? Est-ce que l'ADN identifie à coup sûr l'unicité de chaque individu ? L'ADN est unique pour chaque personne, sauf pour les vrais jumeaux. En dehors de cette restriction, chaque personne ayant un physique différent a un ADN qui est différent, puisque l'ADN est le support de l'hérédité physique de chacun d'entre nous. La fiabilité, le fondement scientifique est donc absolument certain et fiable. La mise en œuvre nécessite un certain nombre de précautions pour mettre en évidence ce schéma unique de l'ADN chez chacun d'entre nous. Ça veut dire donc aujourd'hui, autant pour la police que pour la justice, qu'une démonstration faite par l'ADN est une preuve. C'est une preuve, oui. Le système judiciaire français fonctionne sur l'intime conviction. Néanmoins, je vois de plus en plus souvent lors des jugements, l'analyse ADN prend une valeur très très forte soit pour incriminer, soit pour discriminer, comme vous l'avez fait remarquer tout à l'heure, à l'instant. Et la justice vous demande de plus en plus, justement, d'avoir recours à ces méthodes ? Assez systématiquement, maintenant, tout indice biologique prélevé sur un lieu est analysé par la méthode génétique, dans la mesure, bien sûr, où il y a une quantité suffisante, d'une part, et d'autre part, où cet indice est suffisamment bien conservé, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas, et ça n'est la faute de personne, si ce n'est des circonstances. Un peu plus loin dans l'interview, Stéphane Paoli interroge la scientifique sur le côté à la fois extraordinaire, mais aussi un peu inquiétant de cette nouvelle technique. Ce qui est sidérant, c'est que vraiment vous travaillez sur des choses qui sont infimes. Ça peut être un tout petit peu de salive, ça peut être un minuscule fragment de cheveux, ça peut être quoi, un petit squame de peau, enfin rien quoi. C'est un petit peu plus que rien. Oui. Pour vous c'est beaucoup, pour nous apparemment c'est presque rien. Toute trace biologique, c'est-à-dire toute cellule du corps qui contient un noyau, toutes les cellules en contiennent un, sauf les globules rouges et les cellules mortes comme les cheveux sans bulbe, les ongles, les choses comme ça, contiennent un noyau. Et l'ADN, cet acide désoxyribonucléique qui forme les chromosomes, est présent dans le noyau. Donc il nous suffit de quelques cellules qui, quelquefois, c'est vrai, ne se voient pas à l'œil nu, et pour nous permettre de faire une empreinte génétique. Donc, il vous est arrivé, par exemple, d'identifier quelqu'un grâce à un mégot, parce que sur le mégot, il restait un peu de salive. Oui. Il nous est arrivé d'identifier quelqu'un par un rabat d'enveloppe collée, par exemple. Enfin, d'identifier quelqu'un, de faire une empreinte génétique à partir de ce genre d'éléments matériels. Et c'est vrai que maintenant, la technique évoluant de plus en plus, les technologies sont de plus en plus pointues et sensibles. Il est vrai que maintenant, nous faisons systématiquement une recherche d'empreintes génétiques, même lorsque l'on ne voit pas d'éléments matériels. Et quelquefois, nous arrivons à faire une empreinte génétique sans avoir
vue des cellules. Avec ces perspectives extraordinaires hein, qui s'ouvrent à peine, parce que si on met ensemble le microscope qui permet de rentrer dans l'ADN plus les cartes bancaires, on n'est pas loin de Big Brother quand même. Comment vous posez-vous la question de l'éthique ? La génétique appliquée au judiciaire est encadrée par un certain nombre de textes législatifs et réglementaires. La loi de 1994 sur le respect du corps humain prévoit qu'on ne peut pas faire d'identification génétique en France hors d'un cadre judiciaire. C'est-à-dire qu'un quidam ne peut pas aller demander, c'est surtout... les demandes concernent surtout les tests de paternité. Eh bien, en France, on est obligé de passer par un magistrat. Donc ça, c'est la première chose. Nous n'avons pas le droit de faire de l'identification génétique pour des particuliers hors procédure judiciaire. La deuxième chose, c'est un décret, le deuxième texte qui est sorti, c'est un décret qui date d'il y a à peu près 1 an et qui oblige à faire qui donne des contraintes techniques et des obligations de qualité sur la nature des opérations que nous menons, ce qui est une très très bonne chose et qui a amené à habiliter un certain nombre de laboratoires en France. Donc, en dehors de ces laboratoires habilités, qui sont une quinzaine, eh bien, les autres laboratoires ne peuvent pas faire de génétique, sauf à être habilités dans l'avenir. C'est dans ce contexte, avec d'un côté une enquête qui patine et de l'autre les possibilités immenses offertes par l'analyse ADN, que la chef de la brigade criminelle Martine Monteil, en accord avec le juge d'instruction Gilbert Thiel, va prendre une décision majeure qui va faire enfin aboutir l'enquête. Au micro d'Avoix Nue, elle se remémore ce moment décisif où, dans le cadre d'une affaire de viol, elle se rend aux UMJ, les urgences médico-judiciaires, alors dirigées par la professeure Odile Diamant-Berger. C'est aux UMJ que les prélèvements d'ADN trouvés sur les victimes sont amenés pour être analysés. Martine Monteil. Et en fait, je me rends compte, et j'en discute avec le professeur, je dis, mais vous devez garder des tas vu toutes les affaires qui passent entre leurs mains. Elle me dit, regardez, moi j'ai tout ça et tout. Bon, voilà. Et moi, dans ma tête, je me dis, tiens, on cherche quand même un individu, c'est la connotation sexuelle, c'est qu'il y a des violences sexuelles. Donc, là-dedans, s'il le faut, il y a peut-être un truc qui pourrait matcher. Donc, l'idée, c'est ça. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que dans cette affaire, ce qui était positif, c'est notre travail, bien sûr, d'équipe, mais c'était le travail aussi avec le juge. On a un juge, on a la chance d'un juge qui est le juge Thiel, qui est celui qui prévaut. Parmi les magistrats, c'est lui qui va d'ailleurs les concentrer les affaires. On s'entend bien, et il vient souvent d'ailleurs, il est très au contact de nous, et on fait et je lui dis, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on compare, on fasse des comparaisons sur tout le matériau qui existe aux UMJ, quoi. Voilà, donc ça, c'est ok, c'est envisagé, quoi. Mais en fait, il réagit, lui, très bien, et va beaucoup plus loin. C'est qu'au bout d'un moment, on se dit, attends, ce qu'il faut faire, c'est élargir, au fond, à tous ceux qui détiennent ce type de matière, c'est-à-dire les laboratoires de police scientifique qui sont détenteurs de ces scellés. Et donc, c'est ce qu'il va faire. Alors, il le fait, et c'est courageux de sa part, hein, parce que ce qu'il faut vous dire, c'est qu'à l'époque, les laboratoires, théoriquement, ils n'ont pas le droit de faire des comparaisons, vous voyez, c'est-à-dire que, parce que sinon, c'est que vous agissez comme un fichier. Et c'est interdit, puisque le fichier n'existe pas. Et inutile de vous dire qu'à l'époque, quand vous parliez de la possibilité d'un fichier, c'est que, oh là là, vous aviez toutes les ligues de droits de l'homme, etc. et tout. Oui, ces flics, ces juges sont fachos, etc. Un fichier, quelle horreur, on va savoir tout sur nous. Enfin, bon, bref, c'était épouvantable, les réactions. Et comparé à aujourd'hui, qui oserait remettre en question un fichier qui permet autant d'aider dans une enquête, si vous voulez? Plus personne. Mais à l'époque, il fallait voir que c'était quand même... la guerre n'était pas gagnée. Et là, il a été très bien. C'est-à-dire que lui, pour ça, il est passé outre. C'est-à-dire qu'il a dit non, moi je fais commission rogatoire à tous les labos en disant, et vous comparez ce qui lui a été confié dans ce domaine. Donc, c'était parfait.
Ce que le juge Thiel ordonne à tous les labos, c'est de comparer à la main, dossier par dossier, l'ADN du tueur, appelé SK1 pour Serial Killer 1, avec les ADN conservés dans leur dossier. Et pour que les labos acceptent de faire cette opération longue, fastidieuse et en marge de la légalité, le juge Thiel a dû frapper du poing sur la table. Le 24 mars 1998, l'ADN inconnu SK1 va enfin matcher avec un autre ADN. C'est cette révélation, immédiatement suivie de la traque du tueur, que nous vous raconterons dans le prochain épisode.